Donc bonsoir Eva et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc vous êtes une architecte grecque et vous êtes membre de ce qu'on appelle le comité pour l'annulation des dettes illégitimes qui avant était le comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce comité et pourquoi vous l'avez rejoint? Oui, alors le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, c'est une organisation qui existe depuis 30 ans. Elle a été fondée initialement par un groupe de militants liégeois qui ont rejoint au Nicaragua des militants sandinistes à l'époque. Et qui, à travers cette collaboration, ont créé des liens et ont voulu rendre le sujet de la dette plus accessible au grand public pour que on comprenne que la dette, c'est un outil de domination, c'est un outil de néocolonialisme. Et ensuite, eh bien, à travers cette expérience, ils ont développé en fait une expertise sur la dette un peu plus large qui a touché d'abord plusieurs pays d'Amérique du Sud et ensuite d'Afrique pour aujourd'hui devenir un réseau international qui est présent dans 4 continents. Et la raison pour laquelle on a changé le nom de l'organisation, c'était il y a quelques années, c'est parce que en fait, les crises de la dette touchaient désormais aussi des pays du Nord, comme la Grèce en 2015. Et donc, voilà, c'est comme ça on a changé le nom de l'organisation. Et puis aussi parce que au départ, on travaillait essentiellement sur les dettes publiques des États. Aujourd'hui, on travaille aussi sur la question des dettes privées, puisque entre l'endettement privé et l'endettement public, il y a un lien très clair qui d'ailleurs est très visible quand on commence à s'intéresser à l'activité bancaire en fait, de manière générale. Alors moi j'ai rejoint le CADTM, donc on l'appelle toujours CADTM parce qu'on n'aime pas trop le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, ça fait CADI, donc on s'est dit qu'on allait garder l'acronyme qu'on avait avant. Et donc je l'ai rejoint en 2015 justement, avec la crise de la dette grecque, en plein dans la crise de la dette grecque. Moi j'habitais à Chypre jusqu'en 2013. J'avais un travail là-bas, je travaillais dans un bureau d'architecture. Et puis un jour, on a entendu dans les journaux, à la télé, tout ça, que en fait, ben voilà, il y avait une crise de la dette aussi à Chypre, que les comptes bancaires allaient être taxés, confisqués pour les 2 grandes banques chypriotes, et que du coup, on allait perdre nos emplois. Et donc, le domaine de la construction et de l'architecture, c'était des domaines qui avaient été très, très touchés par la crise de la dette à l'époque. Et donc, on se retrouvait de semaine en semaine entre amis à se dire: Ah, moi j'ai perdu mon emploi aujourd'hui. Ah oui, moi aussi, moi aussi. Et donc, on essayait de comprendre pourquoi. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était parce que on avait des déficits budgétaires, parce que l'État était endetté, les banques avaient eu des activités qui n'étaient pas sûres. Enfin, on ne comprenait rien en fait. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et comme je suis grecque d'origine aussi, j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que euh, moi, mes proches, ma famille, mes amis, nous retrouvions dans une situation qu'on ne comprenait pas, qu'on n'avait pas du tout eu l'impression de créer, au contraire de ce qu'on nous racontait, et qui venait un peu de l'extérieur. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au travail du CADTM, notamment parce qu'il y a eu la création de la commission d'audit de la dette grecque en 2015 justement, avec le premier gouvernement Syriza. Donc j'ai découvert leurs travaux à ce moment-là, et puis voyant que mes économies baissaient fortement, il a fallu que je rentre en Belgique parce que j'ai grandi en Belgique et que je trouve un travail ici. Et donc je les ai rejoints ici. J'ai commencé à militer avec eux et puis depuis 2 ans, j'y travaille aussi. Voilà.
La question de la dette, elle a toujours été très présente parce que nous, citoyens français, on nous rétorquait tout le temps que le pays était endetté, qu'on n'avait pas les moyens de mener les politiques publiques qu'on voulait parce que le pays avait des dettes. Et aujourd'hui, on voit que pour dépenser, pour subvenir à la crise et prendre en compte les dépenses nécessaires, on s'endette et les États ont recours à l'endettement. Et du coup, on a du mal à comprendre parce qu'un coup, on nous dit c'est pas bien, là, on nous dit c'est bien. Est-ce que c'est une bonne solution ce recours à l'endettement pour financer les dépenses liées à la crise? Euh, alors, le recours à l'endettement dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose, c'est la manière dont elle est produite et la raison pour laquelle on s'endette en fait. Donc, il est normal quelque part que pour un grand projet social, on ait besoin d'argent et que cet argent, on l'ait pas forcément sur le compte, sur les comptes publics et du coup, on demande à emprunter une certaine somme. Cependant, en fait, et c'est là tout l'intérêt de l'outil d'audit, c'est de savoir pourquoi on s'endette vraiment et où part cet argent et pourquoi est-ce qu'on coupe dans les budgets de certaines choses et pas dans d'autres. Et donc, ce qu'on a pu constater, par exemple, en Grèce, c'était que, en fait, contrairement à ce qui était dit dans les médias, les dépenses publiques étaient très faibles par rapport aux dépenses publiques d'autres pays européens, proportionnellement. Et du coup, que ce n'était pas le problème n'était pas des dépenses publiques exagérées. Au contraire, le problème venait de la nécessité de recapitaliser les banques suite à la crise mondiale économique qui a eu cours à partir de 2008, avec la crise des subprimes de 2007 qui l'a précédée. Et on s'est rendu compte aussi, donc au-delà de la recapitalisation bancaire, qu'il y avait eu un excédent de dépenses militaires qui à l'époque était complètement injustifié. Et puis il y a eu plein d'autres raisons, comme l'évasion fiscale par exemple. Et donc, on a vu que, en fait, l'endettement massif de la Grèce qu'on nous a présenté comme ça en 2010 venait de toutes ces choses, mais ça, on ne le disait pas. Donc, il a fallu regarder les comptes de l'État pour le comprendre. Et autre chose, c'est que dans ces années-là, il y a eu donc dans le gouvernement de Papandreou en 2010, il y a eu une falsification des statistiques de Elstat. Et d'ailleurs, le président de Elstat à l'époque, Andreas Georgiou, a été jugé pour la falsification de ces statistiques. Et en fait, cette falsification est très importante parce que la dette grecque n'était pas aussi importante que ce que l'État le prétendait, mais elle a masqué en quelque sorte l'aide aux banques. Et donc, c'est là où on voit que l'activité bancaire est centrale en fait dans tout ce problème, c'est-à-dire que les banques ayant emprunté beaucoup d'argent, ayant prêté beaucoup d'argent, ayant créé une bulle qu'on appelle une bulle économique, ont quelque part fait payer en fait le risque qu'elles ont pris aux personnes qui payent des impôts. Elles ont fait payer leurs risques à l'État et l'État les a recapitalisées pour qu'elles ne s'effondrent pas. Or, ce n'était pas aux contribuables de rembourser, c'était aux personnes qui étaient effectivement responsables de la création de ces bulles, c'est-à-dire les investisseurs, c'est-à-dire les détenteurs de capitaux. Et c'est là, en fait, le problème qu'on voit avec la dette, c'est que donc la dette en soi, ce n'est pas un problème. La dette est un problème dans le système capitaliste néolibéral parce que c'est un outil de transfert de richesse entre les personnes pauvres et vers des personnes riches qui sont responsables des crises, mais qui ne les payent jamais, en fait, pour être simple. Ouais. Il y a une autre proposition qui avait été avancée par une certaine partie de la gauche française au cours de cette crise, c'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. Moi, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert. Vous pensez que c'est une bonne solution, ça, que ça peut être un palliatif ou pas? Alors, donc au CADTM, on a des discussions autour de ça. Alors, non, moi, personnellement, je ne le pense pas. Parce qu'en fait, je pense que le problème, c'est qu'on crée trop de capitaux.
Alors, il y a aussi des économistes qui nous disent oui, mais la dette, c'est pas une vraie dette parce que c'est une création monétaire euh, et donc ça n'implique pas exactement la même chose et tout ça. Mais en fait, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée de la monnaie, on augmente les capitaux, on augmente la masse de capitaux qui circulent en fait. Et ben à partir de ce moment-là, c'est un peu comme un virus, ça doit trouver un échappatoire quelque part, ça s'investit quelque part, et puis forcément, ça crée ces bulles et ça crée ces crises, en fait. Et donc, bon, je simplifie très fort, mais c'est pour dire que selon moi et selon une grande partie de l'équipe avec qui je travaille, en fait, la solution serait de diminuer en fait la création de monnaie plutôt que de l'augmenter perpétuellement. Et puis, ce serait une solution pas seulement pour éviter les bulles, pour éviter les crises, mais ce serait une solution aussi pour commencer à réfléchir à comment on va sortir en fait de ce système qui n'a pour but que de transférer de la richesse en fait et qui est complètement déséquilibré. Et puis, ce serait finalement une solution écologique aussi que de réfléchir comment on fait avec moins d'argent en fait. Et comment on fait plutôt une redistribution qu'une création sans fin. Voilà. Il y a souvent un autre argument quand on évoque la dette, c'est on nous dit c'est un débat de spécialistes, c'est très technique, c'est très compliqué, donc ne vous en occupez pas et sinon vous allez rien comprendre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous, avec ce comité-là, vous menez des audits citoyens et vous donnez aux citoyens les moyens de comprendre le mécanisme de la dette. Comment ça marcherait si aujourd'hui on devait mener l'audit, par exemple, de la dette française? Ah, comment ça marcherait? Alors, c'est très intéressant comme question. Donc, en fait, c'est très simple. Il suffit de voir donc, quelles sont les dépenses de l'État français, d'où viennent ces dettes, quand elles ont été contractées, sous quelles conditions, à quoi elles ont servi, comment elles ont servi la population, et ensuite, quelles sont les conditions de remboursement, qui les a les a définis, qui les a acceptés, dans quelles conditions les créanciers ont accepté de contracter cette dette, cet emprunt. Et en fait, donc c'est à toutes ces questions-là en fait qu'un audit répond. C'est des questions qui peuvent être déjà répondues avec les éléments qu'on a qui sont publiés et qui sont accessibles, les informations qui sont accessibles, mais évidemment, c'est un travail colossal. Et c'est très important que ce soit un travail qui soit fait par la population. D'ailleurs, l'idéal politique serait de faire un audit populaire perpétuel en vrai. C'est une question qui touche tout le monde. Pourquoi? Parce que elle est contractée, elle existe sous prétexte qu'elle sert en fait. Elle sert à développer un projet, elle sert à aider les finances publiques, elle est remboursée par les contribuables, donc elle fait partie de notre quotidien en fait, mais simplement on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'une crise éclate et que voilà. Pas seulement jusqu'à ce qu'une crise. En fait, on s'en rend très très bien compte quand on essaye d'aller à l'hôpital et qu'il n'y a plus les moyens nécessaires pour se soigner, quand on essaye d'avoir un logement et qu'en fait les logements sociaux, ils évoluent parce que on met le paquet sur la propriété. Donc on voit que les dépenses, la propriété privée, on voit que les dépenses, finalement, les dépenses publiques qui devraient être faites pour s'assurer des besoins fondamentaux des populations, en fait, ne sont pas suffisantes. Elles sont presque inexistantes et elles sont presque inexistantes sous prétexte qu'il faut rembourser la dette. C'est un des grands prétextes des États pour appliquer l'austérité. Mais au contraire, la dette devrait servir à pouvoir permettre ce service-là. Et donc, c'est en ça que donc un audit perpétuel
pourrait en quelque sorte permettre à chacun et à chacune de se réapproprier en fait les outils de sa propre existence en fait en société. Donc ça c'est une chose. Et puis l'autre chose c'est que séparer une question aussi importante de la réalité, c'est-à-dire séparer la question financière de la réalité de ce qu'elle provoque dans la vie des gens, c'est vraiment un discours, voilà, c'est un discours qui tient pas la route parce que simplement, en fait, quand on se retrouve dans une situation où on n'arrive plus à vivre, on n'arrive plus à joindre les deux bouts, on ne peut pas entendre un économiste qui nous dit mais non, mais en fait, vous n'avez rien compris, c'est nécessaire, c'est absolument, on ne peut pas faire autrement. Ben si, en fait, il faut faire autrement parce que sinon, il y a des gens qui meurent, tout simplement. Donc, c'est pas possible de vivre en société si on ne fait pas autrement. Donc, c'est plutôt aux spécialistes d'écouter et d'avoir l'avis des personnes qui subissent la dette que à eux de nous expliquer. Et je finis juste cette partie-là en disant qu'avec un groupe de militants ici à Bruxelles, on développe beaucoup en ce moment ce concept de renversement de la charge de la preuve. Et j'en parle maintenant parce que c'est un peu ce qui se passe en fait avec les banques. C'est-à-dire que quand une banque nous prête de l'argent, elle nous dit est-ce que vous avez les capacités de rembourser ? Et donc, c'est ce qui se passe aussi avec les créanciers et les États. On nous demande est-ce que vous avez la capacité d'appliquer des mesures d'austérité nécessaires, comme ça je retrouve mon argent. Et en fait, non, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait dire aux créanciers, il faudrait dire aux banques, est-ce que vous avez la capacité de me prêter cet argent sans créer une crise économique mondiale, sans que moi je perde mon emploi à cause de ça et en m'assurant les bonnes conditions pour que je puisse vous rembourser au final et que notre collaboration finalement se passe bien. Et donc c'est ça l'idée du renversement de la charge de la preuve, c'est de dire en fait dans ce discours de spécialistes, vous nous soumettez à vos règles alors qu'en fait c'est grâce à nous que vous avez de l'argent parce que c'est nous qui vous remboursons, c'est nous qui vous payons et donc c'est à vous de justifier pourquoi on doit prendre votre argent finalement et pourquoi on doit signer un contrat avec vous, en gros. Voilà. Mais il n'y a pas un risque si on décide, parce que ça montre l'idée d'annuler une partie de la dette, demain on va se retrouver avec plus personne ne voudra prêter si on annule la dette comme ça du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est un discours qui est dit très souvent. Alors, c'est un discours, de nouveau, c'est plus une menace qu'une réalité. D'abord, on l'a vu en Équateur. En Équateur, il y a une partie de la dette équatorienne qui a été en quelque sorte annulée puis rachetée en fait finalement par l'État équatorien. Et puis ensuite, on a continué à lui prêter de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'un pays, on ne lui prête pas de l'argent simplement pour en gagner, on lui prête de l'argent pour 10 000 autres raisons. D'abord, pour être présent d'une certaine manière politiquement. Par exemple, je reprends le cas de la Grèce parce que c'est un cas que je connais très très bien. Donc, la Grèce, on lui dit, si vous ne remboursez pas vos dettes, si vous annulez vos dettes, on arrête de vous prêter de l'argent. OK. Sauf que si vous arrêtez de prêter de l'argent à la Grèce, avec qui elle va faire des accords commerciaux? Avec qui elle va faire des accords militaires? Avec qui, au bénéfice de qui elle va se positionner dans le conflit géopolitique qui est en train de germer maintenant en Méditerranée orientale? Et donc la dépendance économique qu'on a à l'égard d'un créancier, qu'un pays a à l'égard d'un créancier, est très très importante. Et c'est pour ça que c'est pas l'unique critère n'est pas la capacité de remboursement. Il y a aussi un critère qui est le lien géopolitique, macroéconomique. Voilà, c'est tout ce contexte-là qui fait que, en fait, on est dans une situation où même si on ne rembourse pas nos dettes, il est possible que de nouveaux créanciers viennent nous prêter de l'argent pour telle et telle raison. Donc,
pour moi, cette idée de si on annule les dettes, on ne nous prêtera plus jamais, c'est un mythe. Ensuite, la dette, ça a une temporalité, c'est-à-dire que ça veut dire quoi annuler une dette? Parce que ça ne veut pas dire simplement oui, demain j'arrête de vous payer et puis je ne vous parle plus jamais et puis on divorce, quoi. Non, ça veut dire que il y aura des renégociations sur le remboursement des intérêts et puis ensuite il y aura peut-être une annulation d'une partie du capital ou un nouvel accord qui va être créé donc en fait, si vous voulez, le système d'aide est tellement complexe et puissant, et puis il y a tellement d'acteurs aussi qui participent, des acteurs privés, des acteurs publics, des institutions internationales, et donc c'est tellement compliqué et complexe comme système que c'est pas voilà que c'est pas aussi simple que ça de dire que un pays n'a pas différentes solutions. Après, il y a aussi l'idée que annuler une dette, c'est aussi exiger un rapport de pouvoir plus équilibré. Parce que en faisant tout ce que les créanciers exigent, en fait, on se retrouve dans une situation où on n'a plus, dans une situation où on est presque colonisé en fait par nos créanciers. Et ça, c'est un réel problème. C'est-à-dire que une dette n'est plus en fait un contrat entre deux parties déséquilibrées de toute manière, puisque quelqu'un a de l'argent et l'autre n'en a pas, mais deux parties qui peuvent au moins convenir d'un contrat. Non, là, on n'est plus dans ce cas de figure-là. On est dans un cas de figure où, en fait, le pays débiteur ne peut plus négocier les règles de son contrat. Il est soumis à ce que le créancier. Et donc, à partir du moment où on est soumis, on ne peut pas discuter des règles d'un contrat. En fait, c'est plus un contrat. En fait, c'est une imposition quelque part. Donc, est-ce que, enfin, voilà, dans quel cadre on peut accepter de contracter une dette ou pas? Et il y a un moment où, voilà, dans une situation de déséquilibre des pouvoirs, il faut accepter de refuser de signer les contrats jusqu'à ce que ce soit possible de les négocier, en tout cas. Est-ce que pour finir, tu peux nous expliquer la différence entre une dette illégitime et une dette odieuse? Moi, j'ai découvert ça en lisant ce que tu as écrit notamment, et j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est assez simple en fait, c'est qu'une dette illégitime, ça regroupe un peu, enfin, ça regroupe les dettes qui sont illégales, ça regroupe les dettes odieuses. Une dette illégitime, c'est une dette qui devrait être illégale, mais qui ne l'est pas parce que les lois ne sont pas toujours justes. Et pourquoi elle est illégitime? Le principal critère, c'est simplement qu'elle ne bénéficie pas à la population. Donc ça, c'est pour les dettes publiques. Parce que elle a été contractée pour des mauvaises raisons, parce que l'accord de prêt a été fait avec des clauses abusives ou des clauses illégales ou des clauses qui devraient être changées. Enfin, voilà, donc une dette illégitime, c'est une dette qui, en gros, ne bénéficie pas à la population. Une dette odieuse, c'est une dette où le créancier savait, en fait, savait que le pays débiteur serait incapable de rembourser ou il savait que les effets sur la population, sur la société seraient trop importants. Et donc, il a quand même contracté la dette. Et c'était le cas du FMI à plusieurs reprises, mais encore une fois, notamment en Grèce, où en fait, le FMI a enfreint ses propres règles pour prêter à la Grèce. Donc, une des règles du FMI, c'était de dire nous ne prêterons que aux pays qui sont solvables. Or, la Grèce était dans une situation d'insolvabilité et elle a quand même contracté un prêt du FMI. Et ensuite, donc c'était à l'époque de Dominique Strauss-Kahn, et puis ensuite est venue Christine Lagarde, qui a dit ah oui, nous avons fait une erreur en prêtant à la Grèce parce que en fait ça avait créé un tel conflit au sein du FMI qu'il fallait d'une certaine manière se rétracter et dire oui effectivement nous avons enfreint nos règles et il fallait pas le faire, quoi, en deux mots. Elle l'a pas dit comme ça publiquement, mais en tout cas si elle s'est excusée publiquement, c'est parce qu'à l'intérieur du FMI ça avait créé
une certaine situation maladroite, en tout cas pour elle et pour d'autres. Et donc, ça, c'est un exemple de dette odieuse, c'est-à-dire un exemple où le créancier sait que les effets seront très, très négatifs, mais il contracte quand même le prêt. Voilà. Mais merci pour nous avoir accordé ce moment. J'espère que ça donnera envie aux Français de mener un audit perpétuel, parce que je crois qu'on en a besoin. Et vraiment, merci pour ton éclairage. Merci à toi.